Comment faire avancer la cause genre en RDC? La question se pose. Et une personne pour tenter d'y répondre, Annie Maudit, directrice exécutive de l'ASBL Afiamama et expert en genre et développement. Vous l'avez compris, c'est donc votre émission Action Femmes qui commence. Merci de nous suivre. Annie Maudit, bienvenue. Merci Madame Gloria. C'est encore un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Alors dites-nous, pensez-vous que les droits des femmes sont garantis et réellement appliqués en RDC? Heureusement que votre question elle est posée avec deux verbes déjà. Les droits des femmes sont garantis dans le cadre légal de la RDC. Je pense que si nous pouvons y aller sur le plan purement théorique, notre cadre normatif a vraiment garanti beaucoup de droits en son sein qui protègent la femme et la jeune fille et même d'autres groupes vulnérables. Cependant, le côté d'application de ces différentes lois-là, c'est là où ça pose problème. La plupart de nos lois ne sont pas connues puisque la vulgarisation pose problème. Ces lois ne sont pas accessibles par la majorité de celles-là même qui doivent jouir de ces droits. Quand je parle de l'accessibilité, c'est prenant en compte le fait que la RDC, ce n'est pas que les grandes villes, ce n'est pas Kinshasa, Lubumbashi, Goma, mais c'est vraiment les fins fonds aussi. Les taux d'analphabétisme est très élevé. Nous avons très souvent nos lois gardées en français et non traduites dans nos langues, même pas dans nos 4 langues nationales, pour rendre ça accessible à la majorité de la population afin qu'elle puisse comprendre, connaître leurs droits et s'en imprégner pour revendiquer, parce qu'un droit se revendique. À partir du moment où un droit ne se revendique pas, c'est là où on peut se poser la question si réellement ces droits sont garantis ou pas. Quelle politique publique impulsée pour l'autonomisation des femmes congolaises au regard du thème retenu cette année dans le cadre du mois dédié aux droits des femmes, le numérique, l'appel autonomisation des femmes et des filles? Vous savez, les thèmes retenus pour cette année, c'est vrai. Si nous voulons parler de l'actualité dans la mondialisation, oui, les numériques, on est à l'ère du numérique. Cependant, pour le contexte de la RDC, qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que ça peut se traduire réellement pour que la femme puisse en bénéficier? L'accessibilité déjà au numérique chez nous, c'est très peu. C'est la première chose. Et deuxièmement, avant de parler du numérique, il y a des préalables qu'il fallait qu'on puisse prendre en compte. Notamment. Entre autres, l'accès à l'énergie. On n'a pas l'accès à l'énergie, à l'électricité ou d'autres formes d'énergie renouvelable. La majorité de la RDC, des citoyennes congolaises n'ont pas accès à l'énergie. Deuxièmement, l'accès aux outils numériques, même si on doit commencer par les portables en soi, c'est quoi le pourcentage aujourd'hui de l'accessibilité à ces outils? Donc, si le préalable peut être garanti, en ce moment-là, le numérique peut bénéficier aussi aux femmes, puisque aujourd'hui, ce qui est vrai, si on veut se connecter au monde et on veut que le monde nous repère et repère nos services et bien là où nous sommes, le numérique est... C'est obligatoire de passer par là, mais le contexte de la RDC, ça demande encore qu'il y ait une politique publique qui puisse vraiment pousser à l'amélioration de l'accessibilité à l'énergie, aux outils, la qualité même de la connexion en soi, ça pose problème. Et autre chose, on peut avoir accès aujourd'hui à l'Internet. Et quand on produit ces biens ou les services quelque part à Lomela, par exemple, comme ça j'ai choisi, ou à Ngandajika, on peut bien voir que vous avez tel produit à Ngandajika, à Lomela ou à Bondo, mais l'accessibilité en termes d'infrastructure routière, ça pose aussi un autre problème. Nous avons un pays qui ne communique pas
les provinces entre elles ne communiquent pas. Et là, nous sautons comme ça et ça fait que ça paraît, pour moi, ça paraît un peu comme des slogans si les préalables ne sont pas réunis. En tant qu'expert en genre et développement, comment faire avancer la cause genre? Quelle politique publique cohérente et ambitieuse formulée en matière de genre RDC? Moi, je pense qu'en RDC, nous avons déjà une politique nationale genre qui existe. Nous avons une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre qui a été révisée récemment. Nous avons des programmes vraiment cohérents dans notre ministère du genre, famille et enfants, mais qui ne fonctionnent pas comme il se doit. Nous avons les FONAFEM, qui est les Fonds national pour l'entrepreneuriat de la femme. Nous avons une direction pour le développement de la femme. Nous avons l'AVIFEM, c'est toute une direction pour lutter contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Nous avons un secrétariat technique 1325 qui doit garantir la participation des femmes dans le processus de paix et sécurité, parce qu'on ne peut pas parler du développement, de l'autonomisation de la femme dans une partie du pays pendant que l'autre partie est en conflit. Et les femmes devraient participer dans tous les domaines, tous les secteurs qui peuvent justement impulser ces développements, pas que de la femme. Mais les femmes doivent contribuer au développement du pays en soi. Pour moi, ce que je veux dire, c'est maintenant, il faut absolument que ces politiques qui sont mises en place, nous avons même toute une loi portant modalité de mise en œuvre de droits de la femme et de la parité. Qu'est-ce que nous manquons aujourd'hui? La politique tolérance zéro a été lancée en pompe par le Premier ministre, soutenu par notre chef de l'État, qui a été aussi proclamé les champions de la masculinité positive. Au fait, si nous devons parler des mécanismes en termes de politiques mises en place, nous en avons et c'est très riche. Le problème, c'est l'applicabilité, la coordination aussi des actions entre différentes institutions, entre différents domaines, pour que cela bénéficie à la femme. Nous avons un pléthore de lois, nous avons tellement de directions et au finish, l'efficacité, ça pose un problème. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même un élément qui manque. La loi portant modalité de mise en œuvre du droit de la femme et de la parité prévoit en son sein que le Premier ministre prenne un décret qui mettrait en place le Conseil national de la femme, mais aussi un comité interministériel de la parité. Depuis 2015 que la loi a été promulguée, aujourd'hui nous sommes en 2023, 8 ans après, ces deux structures importantes, puisque ces structures vont permettre à ce qu'il y ait une meilleure coordination pour que justement les lois qui sont déjà votées, pour que les mécanismes qui sont mis en place, les politiques qui sont mises en place par différents ministères puissent s'appliquer. Alors nous attendons, ça c'est le Premier ministre qui est censé prendre ces décrets pour la mise en place de ces deux structures. On espère que ça va se faire très rapidement. Voilà un peu pour moi, on n'a pas vraiment besoin, si ça ne dépendait que de moi, on n'a pas besoin de continuer à voter des nouvelles lois nécessairement, de continuer à mettre en place de nouvelles structures nécessairement, sans évaluer ce que nous avons déjà mis en place, qui ne se sont pas appliqués, sans essayer de comprendre le pourquoi ça ne s'est pas mis en place et comment est-ce qu'on peut redresser pour que ça se mette en place. Et maintenant qu'on relève les gaps, quels sont les écarts qui ont fait que ça ne puisse pas être mis en place et qu'on agisse sur ces gaps-là au lieu d'agir sur l'ensemble comme si rien n'existe. Mais selon vous, quel type d'intervention peut-on mettre en œuvre selon qu'il s'agit d'une zone de conflit ou d'une zone de paix? Par rapport aux zones de conflit, nous sommes en plein processus de paix. Il y a le processus de Nairobi, il y a le processus de Luanda. Nous souhaiterions à ce qu'il y ait plus la participation des femmes dans ces assises-là.
c'est très important. Quand nous disons ici la participation des femmes, nous ne disons pas que des femmes survivantes des violences sexuelles ou victimes de violences sexuelles viennent témoigner de comment elles ont été violées. Nous avons beaucoup d'empathie par rapport à ce qui est arrivé. Nous dénonçons le fait que les viols soient utilisés comme armes des guerres. Mais pendant un processus de paix, nous avons besoin que les femmes médiatrices soient parmi les acteurs qui vont s'asseoir sur la table pour analyser les causes profondes des conflits et ainsi sortir avec des recommandations qui peuvent nous amener à une paix durable. Parce que dans les zones de conflit, à chaque fois que j'ai parlé de conflits, je l'ai dit, Madame Gloria, vous allez voir qu'il n'y a pas de seigneurs de guerre féminine. Donc, comment nous pouvons laisser autour de la table que ceux-là qui ont commencé la guerre, qui a eu un impact négatif sur nous, sur les filles, sur les garçons et sur les communautés, essayer de les résoudre entre eux? Puisque s'il y a eu des guerres ou des conflits armés qui sont assez souvent déclenchés que par les hommes, ça veut dire qu'ils sont incapables de se mettre d'accord, de résoudre des problèmes autrement que par la force. Alors, au moment de chercher des solutions qui soient pacifiques et durables, moi, je pense qu'il est très important que la coordination, il y a un secrétariat, il y a une coordination maintenant qui est en train de suivre le processus de Nairobi et de Kenya et de Luanda. Et il y a beaucoup de dynamiques des femmes qui sont en train de mener des plaidoyers pour que dans les prochaines étapes, qu'il y ait plus de femmes qui puissent être invitées en tant que déléguées, médiatrices, à participer et à contribuer dans ces assises-là. Maintenant, dans des zones où il n'y a pas de conflit, il y a un grand besoin de vulgariser des textes de loi qui sont en vigueur. Il y a aussi un grand besoin aujourd'hui de rapprocher la justice des justiciables. Vous savez qu'il y a des magistrats qui ont passé leurs tests, qui ont réussi, qui sont venus à Kinshasa ici pour, je crois, le contrôle physique, c'est ce que nous avons appris, mais ils ne sont pas encore déployés. Les juridictions sont très éloignées des endroits où certains crimes ou infractions se commettent. Et nous n'avons pas toujours le moyen de déplacer les victimes vers ces juridictions. Vous vous rendez compte que si une femme a été violentée ou violée ou voilà, abusée dans ses droits à X endroits et que la juridiction la plus proche soit à 200 km, à un endroit où il n'y a pas de route, même alors, si je vais vous prendre un exemple dans les territoires de Bassoko, entre Bassoko et Kisangani, nous avons des crimes qui se commettent à Bassoko. La juridiction qui doit prendre en charge est à 200 km. C'est vrai, il y a les fleuves, mais sans bateau, avec un canot rapide qui se loue à $600 par navette. Est-ce que ces victimes ou survivantes sont en mesure de prendre en charge un tel coût pour aller accéder à la justice? L'accès à la justice, aussi longtemps que ça sera un luxe, ce sera très difficile pour que les victimes de violences basées sur le genre bénéficient. Alors que sans jouir pleinement de ces droits, il est très difficile de commencer à parler de l'autonomisation économique ou de la participation politique d'une femme qui n'est pas bien dans sa peau. En tant que chercheuse, parce que vous l'êtes aussi, comment faire baisser la mortalité maternelle en RDC? Ça va rejoindre un peu ce que je viens de dire ici. Sur le plan de la recherche en soi, les causes des mortalités maternelles sont connues. Comment faire baisser ça? Ça passe par plusieurs mécanismes qui doivent être mis en place. Actuellement, notre système de santé est plus appuyé par des partenaires et des agences des Nations Unies qui ont des projets qui sont limités dans les temps. Quels que soient les objectifs qui vont se fixer, ce ne sont pas des programmes à long terme, ça ne va pas au-delà de 5 ans. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a des problèmes de mettre en place des infrastructures
qui doivent vraiment être réhabilitées, renouvelées ou même construites dans des endroits où il n'y en a pas. Il y a des problèmes d'infrastructure. Il y a aussi les problèmes de recyclage ou de formation des personnels de notre système de santé, et lié à ça la disponibilité des intrants. Parce que assez souvent, on a rupture des intrants ou alors nous avons des produits qui vont expirer avant d'atteindre leur destination finale pour certaines zones. Si vous êtes dans des coins perdus comme Ingende, dans l'Équateur, vous avez encore les peuples autochtones qui n'ont pas accès à la médecine moderne. Pourquoi? Parce que il n'y a pas disponibilité des intrants et il n'y a pas aussi parfois disponibilité des personnels qualifiés. Mais alors aussi autre chose, la prise en charge sociale, la sécurité sociale des professionnels de santé, ça pose aussi un problème. Si les professionnels de santé ne sont pas pris en charge comme il se doit, la qualité des services en souffre. Ça, c'est un autre fait. Donc, pendant que nous souhaitons que les côtés infrastructure, disponibilité des intrants, renforcement des capacités des personnels de santé soient pris en charge, on doit aussi en même temps mettre un accent sur la sécurité sociale des personnels de santé. Nous voyons des grèves un peu partout. Si ces gens ne sont pas payés, s'il y en a qui ne sont pas mécanisés, nous avons vu les équipes de la riposte de Covid qui ont aussi revendiqué. C'est pour dire que si ces questions-là de prise en charge sociale ne sont pas prises en charge comme il se doit, nous allons continuer à nous plaindre de la qualité des services, entre autres les taux de mortalité maternelle, parce que ça ne va pas faire exception. La mortalité maternelle ne fera pas exception dans un système de santé où il y a plusieurs défis qui doivent être traités au même moment. Il y a aussi une autre question liée à ça, c'est une question autour de la vulgarisation, encore une fois. Il y a beaucoup de mythes qui circulent parce que si on prend la cause, par exemple, des maternités trop rapprochées, même s'il y a disponibilité des intrants ou il y a infrastructure, c'est aussi au couple de planifier leur naissance. C'est aussi au couple, voilà, de se choisir une méthode de planification familiale qui soit adaptée à leur situation. Or, il y a beaucoup de mythes autour de ça. Il y a des questions de croyances aussi liées à ça qui font que même là où il y a disponibilité des services, des personnels qualifiés rémunérés, ce sera maintenant la personne de la femme et de l'homme qui n'arrive pas à se choisir une méthode contraceptive. Donc, c'est vraiment prendre le tout et à chaque contexte maintenant apporter une solution adaptée pour qu'ensemble on arrive à réduire le taux de mortalité maternelle. Lié à ça, il y a quand même aussi des questions sur des grossesses précoces et non désirées. C'est d'ailleurs ma prochaine question. En tant que directrice exécutive de l'ESMEL Afiamama, comment faire en sorte que la santé de la reproduction soit inscrite en bonne place dans le programme scolaire pour prévenir justement les grossesses précoces et limiter le taux de déperdition scolaire chez les jeunes filles? Vous savez, on doit continuer à communiquer de manière à ce que la sexualité arrête d'être un tabou. Parce que ce que nous voyons, c'est quoi? Dans toutes les religions, je dis bien toutes les religions, partout, vous allez trouver qu'il y a des tentatives d'accéder à l'avortement non sécurisé. Qui dit avortement veut dire une grossesse non désirée. Qui dit grossesse veut dire qu'il y a une sexualité. Mais assez souvent, par hypocrisie, on ne veut pas parler de la sexualité. L'éducation sexuelle complète, il est grand temps que nous puissions remettre ça dans nos cultures, puisque ça existe. Ce n'est pas une chose européenne ou importée d'ailleurs. Vous allez voir que, moi je suis de la grande province orientale. Il y a en son temps, toutes les provinces pratiquement, ou même presque tous les pays de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire, avaient ce qu'ils appelaient les initiations.
Les garçons étaient amenés vers la montagne, les filles étaient amenées vers leurs tentes. C'est vrai qu'il y a des pratiques néfastes là-dedans qu'il faut dénoncer, qu'il faut éradiquer. Si on prend l'exemple des comment on appelle ça, de l'incision par exemple, ça c'est une pratique qu'on devrait juste retirer, la pratique de l'incision, mais garder cet espace de l'éducation sexuelle complète, parce que c'est l'Africain qui a réfléchi avant qu'il fallait absolument préparer les garçons comme les filles à une vie d'adulte. Mais nous avons copié la modernité et nous avons pensé que préparer les filles ou les garçons aujourd'hui ça devient immoral. C'est pas immoral. Ce n'est pas du tout immoral parce que la conséquence, c'est quoi? Il y a la sexualité très précoce en RDC, que ce soit dans les grandes villes, tout comme dans des zones rurales. Pourquoi? Parce qu'on n'en parlait pas. Tout ce qu'on n'en parlait pas ouvertement, vous savez, l'interdit, ça a un goût, ça pousse à la curiosité et chacun veut apprendre. Donc les enfants apprennent sur l'état, sans une information de qualité. Je dois reconnaître qu'il y a beaucoup d'organisations, pas que Afiamama. Afiamama fait partie même de la coalition contre les grossesses non désirées, qui est une coalition de plusieurs structures qui font vraiment un travail d'éducation des masses sur la santé sexuelle et reproductive. Et nous avons des approches adaptées à l'âge. C'est très important que les messages soient adaptés à l'âge et au contexte. Mais il est aussi capital que la presse, les pasteurs, les enseignants, que dans tous les milieux et les parents, surtout les parents, qu'on arrive à créer un cadre de dialogue avec les enfants afin qu'on prépare les enfants à une sexualité responsable, qu'ils comprennent les avantages et les désavantages qu'il y a à se livrer à des activités sexuelles précocement. Donc beaucoup de vulgarisation, beaucoup de sensibilisation. L'EPST commence à collaborer avec quelques programmes, mais il est important que ça soit institué, que le cours de l'éducation à vie ne reste pas une coquille vide, qu'on remette ce qui représentait la valeur africaine. J'insiste là-dessus parce qu'on a tendance souvent à croire que quand nous disons la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, on va aller détruire les... Mais non, pas du tout. Ça, c'est une valeur. Il faut préparer les filles comme les garçons à une vie d'adulte responsable. Votre regard sur la guerre d'agression du Rwanda et ses conséquences sur les femmes? Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que la RDC est victime de l'agression du Rwanda et ses alliés. Et par le M23, mais ça ne se limite pas là, un peu plus au nord par les ADF, Nalu et tout, on peut aussi pointer le doigt sur les Ougandais et autres. Les conséquences sur les femmes sont énormes. Ce qui est toujours assez... ce qui brise les cœurs, c'est le fait que pour la femme, cette guerre termine dans son corps, dans son âme même. Parce que quand une femme est violée, elle est morte. Elle peut rester en vie, elle peut respirer, mais elle est morte. Toutes les autres formes de conséquences de la guerre que d'autres humains peuvent vivre, les hommes peuvent vivre, les femmes peuvent les vivre également. Par contre, ces viols utilisés comme arme de guerre, qui n'est pas terminé, ça on doit se le dire, parce que les femmes à Rutshuru ont été violées, les femmes de certains villages de Bunagana ont été violées, même alors ce qui me dépasse, c'est que même dans des camps de déplacés, dans les parages de Goma, Kanyaruchunya et autres, les femmes sont en train d'être violées. Comme pour dire que les viols sur la femme, ce n'est plus que l'ennemi qui utilise ça pour humilier l'homme congolais. L'homme congolais aussi, certains d'entre eux ont commencé à utiliser cette pratique. Pas plus loin qu'aujourd'hui, même avant de venir sur ces plateaux, nous avons reçu un cas de viol par des bandits armés. Vous entrez dans une maison, vous prenez ce que vous voulez. Pourquoi prendre le plaisir à Kinshasa de violer une femme? C'est triste et si nous devons dénoncer les viols sur la femme, les viols commis par les rebelles, et que nous soyons en même temps en train de vivre des viols commis par nos propres frères dans des zones qui ne sont pas en conflit. Donc, pour la femme, c'est horrible. Plusieurs femmes ont perdu leur champ, plusieurs femmes ont perdu leur bétail,
aujourd'hui, ça veut dire que au-delà de ces troubles psychologiques, il y a aussi une dimension économique pour la femme. Pendant que nous nous battons pour que les femmes d'autres contrées arrivent à avoir des capitaux, celles qui avaient déjà les champs, celles qui avaient déjà des bétails, celles qui faisaient déjà les commerces transfrontaliers au niveau de Bunagana entre l'Ouganda et la RDC, aujourd'hui se retrouvent pauvres dans un camp de déplacés, sans espoir de quand elle va retourner. Et d'autres qui essayent même de retourner trouvent que leurs champs ou leurs maisons ou villages sont occupés par d'autres personnes. Donc, elles deviennent comme visiteurs dans leur propre village. Donc, c'est un conflit qui prend de plus en plus une dimension foncière. Alors, à écouter les discours des chefs de l'État rwandais au Bénin, que je n'ai même pas envie de répéter parce que je ne vais pas faire sa vedette. C'est que nous disions depuis tout le temps que c'est une guerre pour l'accès à la terre, pour l'accaparement de la terre congolaise. Il l'a affirmé en essayant de trouver des excuses qui ne tiennent pas la route, parce qu'en même temps, il devrait lire un peu l'histoire de la région des Grands Lacs. Donc, sur la femme, c'est un peu plus que juste une guerre d'agression. C'est une guerre sur le corps de la femme. C'est une guerre qui a appauvri la femme. Et ce qui est triste, c'est qu'autour de la table de négociation, cette femme, sa voix n'est pas portée comme actrice, comme médiatrice de paix, mais par contre juste comme une victime. Ce que nous voulons vraiment que ça puisse changer pour les prochaines étapes du processus de Nairobi et de Luanda. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Annie Moudi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Madame Gloria Mbouya, d'amplifier notre voix. Merci à toute l'équipe de Télé 50 qui vont permettre à ce que notre voix puisse atteindre des milliers de personnes. Merci à vous. Merci. Annie Moudi, directrice exécutive de l'ASBL Afiamama et expert en genre et développement, était notre invitée du jour. Avec elle, nous avons tenté de parler sur comment faire avancer la cause genre en RDC, mais aussi d'autres questions liées à la femme. C'en est fini pour Action Femmes. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci à vous.